Bonjour, bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'art de la négociation ou comment négocier efficacement. Alors, d'abord, peut-être pour commencer, qu'est-ce que la négociation? Alors, la négociation, en fait, c'est d'abord une discussion et un échange, en fait, qui permet tout simplement à deux parties, alors que ça peut être des personnes, des entreprises, des représentants, peu importe, donc deux parties ou plus, hein, qui doivent donc parvenir à un accord. Donc c'est une discussion qui permet à deux parties ou plus de parvenir à un accord. Et au cours de cet échange, en fait, tous les participants s'est forcés de trouver une solution qui soit acceptable pour les deux parties et qui répondent à chacun à leurs besoins. Et bien souvent, ça implique de faire des compromis ou d'accepter une solution dite donnant-donnant, on verra un peu plus tard ce que ça signifie. En d'autres mots, ça veut dire que chacun est invité à faire des concessions dans l'intérêt de toutes les parties impliquées. Ça veut dire qu'on doit faire des concessions pour soi, mais aussi pour les autres, afin d'arriver à un accord. Alors les négociations, ça ne concerne pas uniquement des grands accords commerciaux, c'est souvent quand on parle d'accords commerciaux quand on parle de négociation, mais en fait, il peut simplement s'agir de choisir qui prendra des notes pendant votre prochaine réunion, de discuter du prix d'un logiciel, du prochain budget, mais d'échanger aussi sur des choses bien plus importantes pour finaliser une fusion d'entreprise par exemple. Bref, finalement, négocier, c'est sans doute devenu quelque part une seconde nature parce que vous faites ça en fait dans votre quotidien. Et vous pouvez notamment entrer en négociation aussi chez vous, avec votre famille, négocier avec votre femme qui va chercher des enfants ce soir, ou qui va cuisiner ce week-end, négocier avec vos enfants pour faire leurs devoirs, bref, vous avez compris, en fait, la négociation, elle est partout, elle est vraiment dans notre quotidien. Mais entamer des négociations, c'est jamais une partie de plaisir. Pourtant, si vous maîtrisez certaines compétences, certaines techniques, vous pouvez parvenir à un accord, franchement, très facilement et avec brio. Mais dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, en fait, de vous expliquer tous les concepts. Il existe beaucoup de choses, en fait, sur la finesse de la négociation. Donc, expliquer en plus en long et en détail un art n'est pas une chose facile. Si on parle ici de l'art de la négociation, c'est parce qu'il s'agit bien d'un ensemble de connaissances, de règles, d'actions qui existent dans le domaine de la négociation. Donc l'idée c'est que voilà, les repasser tout en vue dans une vidéo ce serait beaucoup trop long, mais ce que je vous propose c'est de reprendre simplement des principes de base pour toute négociation, peu importe, et connaître ces principes ça va déjà énormément vous aider à mieux négocier. Et puis ensuite si vous souhaitez négocier encore mieux, il faudra alors se former avec des experts, c'est ce qui reste encore le meilleur moyen. Et donc je vais vous présenter en fait trois principes de base dans la négociation. Et on va voir que ce sont trois principes finalement assez clairs et assez faciles à retenir, mais c'est surtout qui vont vous aider en fait à structurer déjà, à préparer votre négociation et essayer en tous les cas de parvenir à un accord. Et ça, c'est si vous arrivez déjà à faire ça, vous avez déjà fait au moins 80% du chemin. Voilà, et donc je vais vous présenter ces trois principes. Alors les trois principes, c'est le premier, d'abord, c'est de bien se préparer à la négociation. Ça signifie de bien fixer les objectifs en amont, de toujours se renseigner sur les personnes qui seront en face de vous, mais aussi toujours de travailler sur la stratégie qu'on appelle du gagnant-gagnant, celle dont je parlais tout à l'heure. Donc on verra ça en détail ensemble. Le deuxième principe, c'est de poser des questions ciblées. Savoir poser des questions et faire preuve de retenue et être patient, ce sont des points essentiels au cours de la négociation, et nous verrons en quoi c'est important. Et puis enfin, on essaiera c'est le troisième principe, on essaiera de capitaliser sur les points d'accord avec son interlocuteur. Il est important de toujours trouver un point de sortie et de savoir quant à soi-même jusqu'où on souhaite aller dans la négociation. Donc voilà les trois principes que je voulais en tout cas vous présenter dans cette vidéo, et on va tout de suite commencer par le principe numéro 1. Le principe numéro 1, c'est bien se préparer avant la négociation. Donc première chose, se fixer des objectifs en amont. Alors les objectifs, ça on connaît chez DevLabs, on a vu ça déjà un nombre incalculable de fois. En fait, définir des objectifs, ça va vous permettre quoi? Ça va d'abord vous permettre de guider votre échange, c'est-à-dire que vous allez savoir ce que vous défendez et quand vous devez quitter la table des négociations. On y reviendra un peu d'ailleurs tout à l'heure. Pour y parvenir, posez-vous d'abord les questions suivantes. C'est 1. Quelle est la meilleure issue possible? Donc si vos attentes sont d'ailleurs extrêmement élevées, vous augmenterez vos chances de faire pencher le débat en votre faveur. Donc songez à la conclusion qui soit la plus satisfaisante que vous pourriez raisonnablement espérer. Et je dis bien raisonnablement espérer. Donc par exemple, si vous êtes dans un entretien d'embauche et que vous commencez à aborder la partie salaire, présentez toujours la fourchette la plus haute possible selon votre expérience et le poste que vous cherchez à décrocher, parce que vous savez forcément qu'il y aura une négociation très certainement derrière sur ce point-là, et au moins, si vous déjà vous donnez le plus haut, vous ne serez pas forcément déçu, parce que peut-être que dans la négociation, vous allez devoir légèrement baisser, mais en fait, en baissant, vous allez peut-être atteindre en fait un niveau qui soit tout à fait correct et que vous pouvez accepter. Ensuite,
Deuxième question, c'est quelle est la pire issue acceptable? C'est l'effet inverse. Donc on a vu quelle est la meilleure issue, maintenant quelle est la pire issue? Dans la plupart des négociations, on a vu, il faut savoir quand quitter la table des négociations. Donc il va falloir faire quelques concessions dans cette négociation. Et le scénario idéal, bah forcément, c'est rare qu'il se concrétise de toute manière. Donc il est important de notifier, d'identifier en fait ce que vous êtes prêt à accepter ou non, de poser vos limites pour déterminer quand mettre un terme à la négociation si c'est nécessaire. Prenons un exemple simple, imaginez que vous deviez pour votre service acheter un nouveau logiciel informatique, bah, en général on se met toujours un budget avec un montant maximum que l'on est prêt à dépenser avant de commencer à négocier avec son prix avec son fournisseur. Et on sait déjà que si le prix est déjà au-dessus, et ben on sait déjà qu'on n'ira pas plus loin, parce que c'est pas dans votre budget et vous n'avez pas forcément besoin d'un logiciel qui soit plus cher avec plein de fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. Enfin, la troisième chose, c'est que faire si aucun accord n'est possible? Ça, c'est la troisième question qu'il faut vous poser quand vous fixez vos objectifs. En fait, malheureusement, on ne peut pas toujours réussir ces négociations, et si on ne parvient pas à s'entendre en fait, avec l'autre partie, le mieux c'est de déterminer quelle est la meilleure alternative à un accord négocié. Souvent, c'est ce qu'on appelle le BATNA. Alors, c'est un acronyme en anglais qui signifie Best Alternative to Negotiated Agreement. Et en fait, donc ce qu'on appelle le BATNA, c'est ce qui vous aide à comprendre quelles sont les meilleures alternatives envisageables afin de déterminer dans quel cas accepter ou refuser un accord. Alors, essayez d'expliquer un peu ça. Imaginez par exemple que, c'est un exemple ça que j'ai repris dans des lectures, si vous essayez de vendre par exemple une voiture à un ami pour 10 000 euros, si la négociation échoue, parce que vous, par exemple, vous ne voulez pas baisser votre prix et lui ne veut pas la payer 10 000 euros, si la négociation échoue, vous savez déjà avant même de commencer la négociation que vous pouvez encore économiser entre guillemets 6 000 euros sur une nouvelle voiture en revendant l'ancienne auprès de votre concessionnaire. C'est aujourd'hui la meilleure alternative qui pour vous sera donc de ne pas céder votre véhicule pour moins de 6 000 euros. Vous voyez, ça vous donne tout de suite, en effet, ce que vous êtes en droit d'accepter ou pas. Donc évidemment, si votre ami vous propose systématiquement 5 000 euros, bah, vous n'avez pas plus loin. Et dans ces cas-là, vous savez qu'en allant, en tout cas, vendre votre ancienne voiture, vous allez gagner 6 000 euros, donc vous aurez la meilleure alternative. Et puis, inversement, si vous en propose plus de 6 000 euros, bon, bah, à vous de voir si vous êtes prêt à lâcher ou pas, ça c'est selon vos propres critères. Donc voilà, pour bien se préparer avant la négociation, d'abord bien se fixer vos objectifs. Mais se fixer ses objectifs en amont, ça ne suffit pas, il faut aussi, quand c'est possible, parce que quelquefois c'est pas forcément évident, il faut toujours savoir avec qui on négocie, parce que savoir avec qui on négocie, c'est un véritable atout, parce que vous vous sentirez bien mieux préparé une fois que vous êtes assis à la table de négociation, et si vous n'avez jamais rencontré l'autre partie, faites tout simplement quelques recherches pour en apprendre davantage à son sujet. Ses centres d'intérêt, les contraintes auxquelles il fait face, qui pèseront dans la négociation. Il faut connaître bien l'entreprise dans laquelle il travaille, connaître un petit peu quelques chiffres, en tout cas en termes de vente, en termes de marketing, en termes d'image. Voilà, c'est extrêmement important d'obtenir un maximum d'informations. Alors il n'y a pas besoin de remuer forcément solitaire pour ça, il suffit de faire quelques recherches sur Google, sur LinkedIn, il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez faire beaucoup de recherches, et c'est extrêmement important de récupérer un maximum d'informations. Il est tout aussi important de comprendre aussi ce qui vous lie partie. Ça vous aidera aussi à adapter vos tactiques de négociation, surtout si vous souhaitez entretenir et développer des relations à l'avenir, c'est-à-dire des relations pérennes. Donc ce qui vous lie à l'autre partie, forcément, c'est quels sont vos points communs et sur quoi vous pourriez vous entendre. Donc il y a quelques petites questions comme ça que vous pouvez vous poser. Selon vous, que peut apporter l'autre partie à la table de négociation? Quelles sont ses contraintes? Qu'aurait-elle à gagner ou à perdre dans cet échange? Ça, c'est une question extrêmement importante. Si on arrive à y répondre, ça peut donner un avantage très important dans la négociation. Si vous avez déjà travaillé avec cette partie prenante, comment se sont déroulées les précédentes négociations, quelle relation vous souhaitez entretenir. Évidemment, une négociation avec laquelle vous voulez, par exemple, si vous négociez avec un fournisseur et que vous voulez travailler longtemps avec lui de manière pérenne, c'est pas la même négociation si vous faites juste un achat one shot. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Qui détient le plus de pouvoir dans cette confrontation et comment ça peut influer sur votre processus de négociation? Et puis, quelle serait l'issue la plus avantageuse pour votre interlocuteur et pour quelle raison? Voilà, quand vous commencez à savoir répondre à toutes ces questions avant la négociation, ça va vous donner un avantage considérable au moment de la négo. Et puis enfin, adoptez toujours une stratégie gagnant-gagnant.
Alors, ça pour expliquer, en fait, il existe beaucoup d'approches pour remporter un marché, ou signer un contrat, ou gagner de nouveaux clients. Il y a ce qu'on appelle les stratégies gagnant-perdant ou perdant-gagnant, qui tout simplement signifie qu'il y a toujours quelqu'un qui réussira à surpasser l'autre par rapport aux besoins de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il y a force. Et ça ne permet pas en tout cas de construire des relations qui soient pérennes. Donc la meilleure partie, c'est la stratégie du gagnant-gagnant. Alors elle consiste en quoi? Ben assez simple en fait, c'est de trouver. Alors elle est assez simple et compliquée à la fois. C'est-à-dire que l'expliquer c'est simple, c'est à trouver une solution qui apporte satisfaction aux deux parties. C'est-à-dire que chacun repart en ayant gagné quelque chose. Par exemple, vous êtes gagnant parce que vous réussissez votre vente et votre client l'est également parce qu'il a obtenu une partie de concessions de votre part qu'il réclamait, comme je sais pas, mais une livraison rapide, des facilités de paiement, un meilleur prix, bref. C'est la seule en fait approche qui permet réellement en fait de fidéliser en fait l'autre partie. Donc si vous voulez vraiment construire quelque chose avec une autre partie avec laquelle vous négociez et qui soit pérenne, en tout cas des accords qui soient pérennes et des accords qui soient gagnant-gagnant, c'est en tout cas la stratégie qu'il faut utiliser. Alors elle est bel et bien la seule en fait qui est à la fois constructive et efficace sur le long terme. Ce que je vous disais, elle mérite cependant par contre une très bonne préparation. Il faut d'abord être en mesure de définir clairement les concessions que vous pouvez être amené à faire. On l'a vu, c'est dans les objectifs finalement dont on parlait tout à l'heure. Il ne s'agit pas de descendre votre prix par exemple de façon complètement considérée, ni d'offrir n'importe quel service ou de coûte que coûte. En fait, tout dépend en fait de la marge que vous avez dans votre politique commerciale, par rapport aux objectifs que vous-même vous êtes fixés finalement. Et par ailleurs, sachez qu'à chaque concession que vous ferez, il faudra toujours obtenir une contrepartie. Donc, quand vous négociez en gagnant-gagnant, c'est toujours je te lâche ça, mais dans ce cas-là, si je te lâche ça, il faut que tu me lâches autre chose. Et il faut toujours obtenir quelque chose en contrepartie. C'est en fait là tout le principe de cette approche, et c'est pour ça qu'elle est à la fois simple et assez compliquée à faire, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi que l'autre partie joue le jeu et lâche quelque chose. Une concession, c'est pas synonyme de faiblesse, comme certaines personnes voudraient le faire le croire, quand on est surtout dans des stratégies de négociation, mais de stratégie agressive. La concession, c'est une preuve de bonne volonté de votre part qui doit nécessairement s'accompagner d'un geste supplémentaire de la part de l'autre partie. Vous pourrez obtenir en retour toujours différentes choses, différents services, je sais pas moi, un acompte plus important à une signature, une recommandation de sa part, peu importe, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui peut en tout cas vous servir. Et chaque concession que vous êtes enclin à faire doit être mûrement préparée bien en amont de la négociation, c'est-à-dire que vous devez avoir une liste de choses que vous savez sur lesquelles vous pouvez lui offrir des garanties, ou en tout cas lui offrir des choses qui vont vous permettre à votre tour d'obtenir d'autres choses. Donc l'enjeu c'est vraiment de parvenir à une situation qui apporte de la satisfaction à chacun. Et alors, pour y parvenir, vous pouvez apporter plusieurs questions clés, quel est ou quels sont les critères de négociation, le prix, les facilités de paiement, le service adossé, la livraison, quelles concessions le client doit-il faire pour obtenir votre aval, qu'est-ce que vous attendez de lui, et puis quelles sont les concessions que vous êtes prêt à accorder, évidemment. Alors, elle n'est pas toujours facile cette stratégie, parce que quelquefois, on peut faire face à une autre partie qui n'est pas prête à faire de concessions, et donc ça aboutit à une situation bloquante. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, il faudra toujours, à un moment donné, au moment de votre négociation, il faudra valider avec lui que vous souhaitez trouver une solution qui apporte une satisfaction à chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez arrêter la négociation en disant attendez, je comprends pas, là, ça fait déjà 3 fois que je vous demande ça, que moi je vous accorde des choses et vous ne m'accordez strictement rien. Ça veut dire que moi aujourd'hui, je suis prêt à céder des choses, mais pas vous. Est-ce qu'on est d'accord le but c'est bien de trouver une solution gagnant-gagnant et à quelque chose, ou à une situation où on va arriver chacun à négocier ce que l'on souhaite, ou est-ce que votre but c'est de me dire non à chaque fois surtout, et dans ces cas-là c'est pas la peine que l'on continue parce qu'on perd chacun notre temps, parce qu'on ne pourra jamais obtenir un accord équilibré, un accord qui soit juste. Vous voyez, à un moment donné, il faut se poser la bonne question et dire est-ce qu'on continue ou pas. Voilà, donc ça c'est vraiment de la bonne préparation avant une négo, c'est de bien fixer tous ses objectifs, de se poser les bonnes questions, de toujours se renseigner sur les interlocuteurs, sur leurs intentions, leurs objectifs, et de toujours adopter une stratégie gagnant-gagnant. Et je vous propose de passer au principe numéro 2. Alors le principe numéro 2, il est aussi assez simple quelque part, c'est de savoir bien poser des questions, et de poser des questions ciblées.
Alors, lors de la négociation, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions à son interlocuteur. Il faut voir ça un peu comme un jeu, et le but, c'est surtout d'obtenir d'abord de l'information de la part de son interlocuteur, d'essayer de valider aussi de ce qui est important pour lui, d'obtenir sa marge de manœuvre pour savoir jusqu'où il peut aller, et pour venir aussi confronter finalement ce qu'on avait imaginé dans le cadre de la préparation à la réalité et ce qui finalement peut être fait ou pas. Euh, donc ça c'est tout ça, et on fait tout ça tout simplement en posant des questions d'abord ouvertes, c'est-à-dire ne posez pas des questions fermées qui appellent à un oui, non, je sais pas ou autre. Il faut que la personne soit en face de vous, développe son argumentation et développe en tout cas ses réponses. Donc ça c'est la première manière d'utiliser des questions, tout simplement. Poser des questions ouvertes simplement pour en découvrir plus sur l'autre partie qui est en face de vous. Mais la deuxième manière aussi d'utiliser les questions ouvertes, c'est lorsque vous faites en fait face à une attaque directe. Vous avez donc quelquefois des personnes qui ont des stratégies très agressives, et donc la négociation ne se passe pas très bien, et tout ce que vous aviez envisagé, ça commence à tomber, les scénarios commencent à tomber les uns après les autres. Et le premier réflexe souvent que l'on a, c'est de répondre par une attaque. Le problème, c'est que c'est une relation qui est très mauvaise, et le conseil, c'est de répondre justement avec des questions. Parce que de cette manière, vous pourrez faire en sorte que votre interlocuteur se rende compte de manière logique qu'il a tort. Parce que quelquefois, quand vous êtes face à des stratégies agressives, c'est qu'il n'y a pas forcément de raison en fait réelle d'être agressif. C'est juste de montrer en fait une certaine supériorité qui n'a pas lieu d'être dans le cadre d'une négociation. Et on peut encore plus dans le cas d'une négociation commerciale. Donc il est préférable de ne pas en fait opposer d'affirmation à la personne en face de vous, parce qu'elle risque de se braquer et de camper en fait sur ses positions, et elle va encore plus se fermer au dialogue. Donc les questions ouvertes, en fait, finalement, c'est le meilleur moyen d'ouvrir le débat constructif et de contrecarrer un petit peu les arguments adverses, d'essayer de comprendre. En fait, c'est comme si vous essayiez de comprendre pourquoi en fait il fait une attaque directe. Et donc la question ouverte reste un excellent moyen de faire ça. C'est donc un excellent moyen d'obtenir de l'information sur son interlocuteur. Vous allez pouvoir ensuite utiliser tous ces arguments, ces points de frustration, pour essayer de le convaincre, tout simplement. Et l'impact des questions ouvertes, c'est extrêmement puissant en négociation, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver peut-être dans certains livres ou dans certaines formations. C'est l'art de poser des questions, en fait, finalement. Et quand on arrive à savoir comment bien poser ces questions, vous allez voir que vous allez récupérer beaucoup d'informations et que votre négociation va se passer de manière la plus fluide possible. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand vous posez vos questions, quand vous êtes dans la négociation, en fait, en cours de négociation, il faut toujours faire preuve de scepticisme et de retenue. Alors, il y a toujours, dans une négociation, dans les deux parties, il y en a toujours un qui est toujours plus enthousiaste que l'autre, alors qu'en fait, paradoxalement, il faudrait plutôt être dans la retenue, parce que en fait, le fait d'être dans la retenue, ça vous donne surtout un pouvoir de négociation plus important. En fait, votre interlocuteur vous présente essentiellement sa proposition quand vous êtes dans la retenue, donc il n'attend rien forcément de votre part et il va essayer de vous faire réagir. Pour vous faire réagir, il va falloir qu'il fasse une proposition qui soit la plus claire possible et l'autre partie aura tendance aussi à faire des concessions pour essayer de vous convaincre et pour vous faire un peu réagir. Donc vous montrez sceptique aussi. Donc ça c'est le fait d'être, en tout cas d'être dans la retenue, surtout n'exprimer rien, écouter calmement, gentiment, et vous allez voir que ça va essentiellement bien se passer. Et puis il y a le fait aussi de se montrer sceptique. Alors attention, vous montrez sceptique face à la proposition de votre interlocuteur, alors même si vous n'êtes pas réellement opposé à ces arguments, ça vous permettra surtout d'inciter la personne qui vous fait face à défendre en fait son point de vue. Le but, encore une fois, c'est on recherche un maximum d'informations par la question, et on essaye aussi, par la même, en étant sceptique, puisque on va poser ces questions justement en disant mais je comprends pas pourquoi telle ou telle chose, donc on va forcément l'inciter à ce qu'il défende son point de vue, et plus il vous donne d'arguments en fait, et plus il vous donnera de marge de manœuvre pour négocier. Donc il y a plusieurs manières de faire, c'est de miser déjà sur son langage corporel, c'est-à-dire que le but c'est de vraiment être détendu, de s'asseoir confortablement, de bien se caler le dos contre son dossier de sa chaise, et de faire en sorte qu'en fait, de dire à son interlocuteur, votre négociation, moi je suis serein, et elle va durer longtemps. Donc c'est-à-dire qu'ils ont le temps, en tout cas, de présenter leurs arguments. Ce qui va aussi détendre un petit peu la personne qui est en face de vous, puisqu'elle va se dire, bon ok,
C'est pas une négociation tendue, ou enfin en tout cas elle commence pas comme ça. C'est pas une négociation hyper tendue où on va devoir faire vite et vite faire des concessions dès le départ, quoi. On va pouvoir parler lentement et calmement aussi. Les personnes souvent qui sont enthousiastes ont tendance à parler vite et fort. Au contraire, prenez la parole en toute décontraction et pour signaler en fait que votre objectif n'est, encore une fois, n'est pas de parvenir à un accord dans la précipitation, mais que vous avez besoin en tout cas d'avoir des choses claires. Nuancez toujours vos propos, c'est-à-dire vous montrer que vous ne considérez pas la partie comme gagnée d'avance. Préférez toujours des tournures un peu au conditionnel, et si nous faisions affaire, plutôt que au futur, par exemple, lorsque nous ferons, parce que il se met déjà dans une position de gagnant, et du coup ça va nécessairement le freiner aussi dans les concessions qu'il sera prêt à faire, en disant c'est pas la peine que je fasse trop de concessions, puisque c'est déjà gagné. Donc attention à bien nuancer ses propos, communiquer toujours de manière affirmée. L'assertivité indique à votre interlocuteur que vous ne sauriez vous contenter d'une solution qui ne répond pas à vos besoins, et pour s'affirmer, inutile de hausser le ton ou de vous exprimer de manière agressive. Il suffit de défendre son point de vue avec assurance et de rester calme. Et puis, quelquefois, vous pouvez suspendre aussi la discussion quelque temps. Donc vous pouvez faire des pauses, par exemple, et ça signifie bien à votre interlocuteur que vous n'êtes pas pressé, encore une fois. Et ça peut quelquefois, de temps en temps, un peu énerver l'autre partie et du coup l'inciter quelquefois à faire des compromis ou des concessions qu'il ne pensait pas faire aussi rapidement dans la négociation, mais parce qu'il veut absolument peut-être accélérer le rythme. Voilà, donc faire preuve de scepticisme et de retenue, ça aussi c'est vraiment un principe clé. Et puis surtout, tenez-vous-en aux faits, c'est-à-dire que à chaque fois que vous tenez des propos à votre interlocuteur, il faut toujours s'en tenir aux faits. Les suppositions peuvent toujours compliquer toute négociation, même la plus anodine. Il faut que l'échange reste simple. Essayez pas surtout de deviner les motivations de la personne en fait qui vous parle, ce qu'elle pourrait penser ou son ressenti vis-à-vis de la situation, parce qu'en l'absence de données concrètes, gardez-vous également toujours d'anticiper tout scénario potentiel quant à la suite des événements. Chacun de nous fait des propositions, donc chaque partie fait ses propositions, mais certes, mais essayez plutôt surtout à mieux vous connaître aussi pour garder les pieds sur terre et simplifier le processus de négociation. Donc surtout, restez sur des faits, sur des chiffres, sur des choses qui soient concrètes, et n'essayez pas trop de supposer certaines choses ou de trop les imaginer. Il faut vraiment que vous ayez des preuves qui soient vraiment les plus matérielles possibles, en fonction bien évidemment de ce que vous négociez. Donc voilà, le principe numéro 2, c'est de savoir bien poser des questions tout en faisant preuve de scepticisme, de retenue et de toujours se tenir aux faits. Voilà le principe numéro 2, et je vous propose de terminer par le principe numéro 3. Alors, le principe numéro 3, c'est de capitaliser sur les points d'accord. Alors, on peut pas toujours être d'accord sur tout dans une négociation, même si vous avez... non, mais si vous avez posé les bonnes questions et que votre interlocuteur vous fait part de pistes de solutions, alors que vous allez pouvoir avancer, avancer sur la négociation et dérouler la conversation. Donc, allez chercher dans les infos données par votre interlocuteur ce qui peut vous servir dans la négociation. Construire la solution avec lui et prendre ce qui est intéressant pour trouver encore une fois une issue favorable, toujours dans l'esprit du gagnant-gagnant. Donc il faudra toujours faire l'effort en fait de manière assez assez régulière, de faire des sortes de récapitulatifs avec lui, de mini-conclusions, surtout quand les négociations sont longues en fait, c'est hyper important, parce que il faut déjà bien appuyer sur ce qui a déjà été négocié pour savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer pour la suite. J'ai déjà négocié tel type d'élément, ça c'est fait, maintenant je peux négocier sur le reste, sachant qu'il y a certains éléments, par exemple de livraison, je vais prendre un exemple, à la livraison, on s'est mis d'accord sur ce type de livraison, donc je peux m'en servir pour prendre le même type de livraison, peut-être pour d'autres articles, il y a des négociations sur d'autres articles. Un exemple. Donc le verbatim en fait de ça, de faire ces rappels, c'est à ce stade, par exemple vous pouvez dire à ce stade nous avons bien avancé puisque je vous rappelle que, et puis vous donnez les positions en fait de départ de chacun des deux parties. Vous nous avez demandé ceci, c'était pas possible, on a fait telle concession, tel compromis, qui nous ont permis de trouver des points de satisfaction mutuels, et donc à ce stade nous sommes en accord sur tel et tel point. Voilà, c'est un exemple de verbatim, mais vous avez compris le concept, c'est je rappelle toujours la position de départ, qu'est-ce que vous vouliez, quel compromis on a trouvé, et maintenant sur quoi on est d'accord. Voilà comment en tout cas vous pouvez vous servir des informations de votre interlocuteur pour trouver un accord et en tout cas essayer d'avancer en effet dans la discussion. La deuxième chose, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous créer une jauge de sécurité. C'est un outil qui peut être intéressant au cours de la négo et qui vous permettra en fait de structurer et de
peut-être mieux cibler en fait la négociation. Alors c'est quoi cette jauge de sécurité? En fait, si vous reprenez par exemple la négociation de votre contrat, d'un contrat, vous avez un objectif que vous mettez en haut de la pyramide. Imaginons que vous êtes, je sais pas, dans un entretien d'embauche et vous souhaitez une augmentation de salaire. En fait, en haut de votre jauge, votre cible, c'est évidemment l'augmentation de salaire. Et puis en dessous, vous avez une première option de secours, par exemple, ça va être, si j'obtiens pas une augmentation de salaire, je veux au moins une prime, si c'est pas possible. Et puis si c'est pas possible une prime, je veux pouvoir négocier peut-être, je sais pas, une voiture de fonction, et puis etc. Plus vous descendez, moins vos options seront avantageuses, bien évidemment. Et puis le pire scénario, qui est évidemment à la base, serait le refus, ou pire, évidemment, que votre employeur vous pénalise aussi du fait d'avoir demandé une augmentation de salaire. Et une fois que votre jauge est faite, en fait, vous pouvez l'avoir sous forme de dessin avec, ou tout simplement à l'écrit, à côté de vous. Le but, c'est de se focaliser en fait sur les différentes options que vous avez et surtout sur les options principales. Et vous serez ainsi beaucoup plus à l'aise comme ça pour influencer les personnes qui sont en face de vous, et ça vous donnera tout de suite les éléments sur lesquels vous pouvez commencer à engager et de ne pas rester bloqué parce que vous n'avez pas obtenu en fait quelque chose. J'ai pas obtenu ça, c'est pas grave, je vais essayer d'obtenir autre chose. J'ai pas eu ça, c'est pas grave, j'ai un troisième élément, un quatrième, un cinquième. Plus vous avez d'éléments pour pouvoir négocier comme ça, et plus votre jauge est importante, et plus ça va être intéressant pour vous, et ça vous donnera plus de marge de manœuvre dans la négo. Et puis enfin, n'oubliez pas que toute négociation passe d'abord par de la collaboration. On l'a vu, votre objectif, c'est pas d'obtenir tout ce que vous voulez sans rien céder à votre interlocuteur, au contraire, il faut travailler main dans la main, trouver une solution qui convienne à tout le monde, le gagnant-gagnant. Pour ça, pour vous aider à ça, en fait, vous avez quelquefois des stratégies de résolution de problèmes qui peuvent vous aider à envisager des issues possibles lors de tout processus de négo, de donnant-donnant. C'est par exemple d'essayer de rendre la négociation un peu plus alléchante, c'est-à-dire de faire des compromis supplémentaires que vous n'étiez pas forcément obligé de faire à la base, mais qui montrent en fait que vous essayez de satisfaire au mieux les attentes de l'autre partie. Vous pouvez proposer aussi des alternatives qui pourraient s'avérer gagnantes pour chacun de vous, évidemment. Vous pouvez accorder des faveurs à l'autre partie, par exemple en respectant ses priorités. Vous pouvez proposer une compensation en échange de certains sacrifices des uns et des autres. Vous pouvez identifier les valeurs que vous partagez avec l'autre partie et trouver en fait certains terrains d'entente, ou des choses en tout cas pour lesquelles il serait donnant-donnant. Voilà, le but en fait de tout ça, c'est essayer d'envisager toujours toutes les issues possibles avec votre interlocuteur. Le but, encore une fois, de la négociation, c'est de trouver une issue, de trouver une négo pour que chacun reparte, en tout cas, gagnant dans cette négociation. Et c'est ça qui fera que vous aurez fait une bonne négociation. Alors maintenant, je voulais vous présenter un peu les erreurs à ne pas faire. Première chose, déjà dans une négociation, on n'a pas toujours raison. On risque de frustrer l'autre car en fait, vous démontrez si vous voulez, quand vous essayez en fait de convaincre, quelquefois, vous pouvez vous montrer un peu vindicatif parce que vous voulez absolument avoir raison. Et en fait, quand vous faites ça, vous allez frustrer en fait la personne qui est en face de vous, car vous allez démontrer finalement que vous avez un manque d'écoute totale, un manque de considération pour son opinion personnelle. Le but n'est surtout de ne pas chercher à changer l'avis de l'autre. Si votre interlocuteur est sur la défensive, vous ne pouvez plus le convaincre. Il se sera mis du coup dans une position de protection. Et prouver que l'autre a tort et vouloir gagner la négo au détriment de l'autre ne permettra pas de mettre à l'aise l'interlocuteur et ne permettra pas de construire en fait des relations pérennes. Donc négocier, ce n'est pas toujours avoir raison et prouver que l'autre a tort. De même que il faut toujours être prêt à dire non. On l'a vu, que dans la préparation ou même dans la jauge de sécurité, on a vu que dans toute négociation, à un moment donné, il faudra peut-être savoir s'arrêter et savoir jusqu'où on est prêt à aller. Et quand on voit qu'on commence à dépasser la limite, il faudra être prêt à dire non, parce qu'il ne faut pas tout accepter non plus. Vous dites non quand vous avez du coup consommé votre jauge de sécurité, que toutes les alternatives que vous avez essayé de défendre ont été évoquées sans trouver le moindre accord. Dans ce cas, ça sert plus à rien de continuer la négociation. Donc, première chose, vous dites que vous souhaitez arrêter la négo, que vous allez y réfléchir tout en partant, et de cette manière, surtout, vous voulez, en fait, physiquement, il faut vraiment se lever et partir, sans même le laisser répondre, parce que de cette manière, vous le laissez juste une dernière chance de se retaper jusqu'à ce que vous ayez fermé la porte. C'est simple, soit il va se dire non mais alors attendez, ok,
rasseyons-nous et essayons de trouver quelque chose, ou s'il ne dit rien, c'est que vous n'êtes pas dans une bonne relation de confiance mutuelle, et donc ça sert à rien de continuer la négociation. Ensuite, il faut toujours aussi ne jamais prendre à partie son interlocuteur, et il faut toujours détacher les personnes de son métier. Il faut toujours, la première chose à comprendre, c'est bien de différencier le problème ou la raison de votre demande avec la personne qui est en face de vous, parce que beaucoup de personnes font l'amalgame et oublient que c'est le problème en question qui génère en fait la négociation, et donc qui génère aussi quelquefois, qui peuvent gêner en tout cas certaines tensions. Et quand on en arrive à... Et quand on fait cet amalgame du coup entre le problème ou la raison de votre demande avec la personne, on tente alors de tomber dans des techniques un peu de manipulation qui visent directement l'interlocuteur au lieu de toujours se recentrer sur le problème que l'on a et sur la négociation que l'on est en train de faire. Et du coup, au fur et à mesure de la négo, la personne elle est prise à partie au détriment de la raison principale, et du coup, forcément, vous êtes dans un mauvais cadre de confiance mutuelle, et vous ne pouvez pas continuer en fait à négocier de cette manière-là. Donc il faut toujours rester focalisé uniquement sur la problématique, et tout ce qui est lié à la personne doit être mis de côté. Il ne faut jamais être irrespectueux en tout cas de la personne. Vous avez en tout cas une position à défendre, vous donnez en tout cas vos arguments, et peu importe la manière dont la personne vous refait le retour, en tout cas il faut uniquement prendre les faits et ce qu'il vous donne en tout cas comme information, et ne pas en tout cas se focaliser sur la personnalité par exemple de la personne qui est en face de vous. De même justement, il faut prendre de la distance avec ces émotions, c'est-à-dire si vous avez de la colère, de la frustration, de la gêne, de la pitié, de la sympathie, attention à ce que ça ne vienne pas perturber en fait votre choix et votre mode de décision. Toujours prendre de la distance et rester sur des points concrets pour éviter de basculer. Et puis, il faut toujours... alors, l'erreur à ne pas faire, c'est d'utiliser les mêmes techniques pour tout le monde. En fait, chaque interlocuteur a son code, ses valeurs, son langage, et il faut toujours adapter ses paroles, vos actions en fonction des personnes en fait, qui sont en face de vous. Il faut toujours en fait éviter déjà de faire une seule demande à la fois, toujours demander plusieurs choses à la fois, parce que la personne qui sera en face ne pourra pas dire non à toutes les choses que vous demandez. Donc encore une fois, n'utilisez aussi jamais les mêmes techniques pour tout le monde, parce qu'il faut absolument vous adapter aux personnes qui sont en face de vous. Et ça c'est extrêmement important si vous voulez en tout cas aboutir à un accord. Voilà, et maintenant je vous propose de passer, comme d'habitude, à quelques lectures pour aller plus loin. Donc je vous propose par exemple un premier livre qui s'appelle « Comment réussir une négociation » de Roger Fisher et William Ury. Alors ça c'est un livre qui est extrêmement connu et qui est très souvent utilisé même dans les formations sur la négociation, puisque ce sont deux personnes, Roger Fisher et William Ury. L'un est avocat et l'autre je crois est directeur aussi d'un programme qui s'appelle le Global Negotiation Project. Et ce sont en fait des spécialistes américains de la négo et de la médiation, et ils ont vraiment passé beaucoup de temps à essayer de décortiquer les meilleures techniques de négociation, et ils ont vraiment mis en œuvre en fait toutes les stratégies qui sont vraiment éprouvées pour apprendre en fait à négocier, à parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties. Et on est vraiment dans le principe du gagnant-gagnant. Et puis il y a un autre livre qui est un peu une sorte de bible qui s'appelle Le Négociator, qui est écrit par Laurent Combalbert et Marwan Méry, et c'est une sorte de bible en fait qui un peu recense toutes les pratiques de négociation professionnelle, et il le présente un peu sous forme d'étapes qui sont illustrées par plein de cas pratiques, des exemples, des entretiens, pour préparer, conduire, clôturer, débriefer en fait les négociations, peu importe qu'elles soient des situations ordinaires ou qu'elles engagent l'avenir du monde, comme ils le disent dans leur présentation de leur livre. Et puis bien sûr, la négociation c'est quelque chose un point qui a déjà été maintes et maintes fois repris sur internet, donc vous retrouvez aussi beaucoup d'autres exemples et d'autres points de vue sur comment négocier au mieux. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur comment essayer de négocier le plus efficacement possible avec donc les 3 principes. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Une dernière chose, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires. J'ai hâte de voir vos retours, poser des questions, donnez-moi votre ressenti, et dites-moi si cela vous a aidé, et si vous avez besoin que je détaille d'autres principes, n'hésitez pas à demander. Donc je n'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, testez, faites partie des bons sceptiques. Et sur ce, partagez, likez, soutenez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de DevLabs. Ciao.